Merci pour votre accueil. Donc, je suis Julien Villeray, je suis directeur de l'innovation du groupe EDF et donc je vais être très impoli pendant la prochaine demi-heure puisque je vais vous parler de moi ou plutôt d'EDF. Et donc j'espère qu'en tout cas je vais réussir à vous intéresser à ce sujet-là, mais on aura l'occasion aussi d'échanger et d'avoir un temps de questions si vous en avez pour nous. Alors, c'est quoi l'innovation pour EDF? C'est quoi l'innovation pour le groupe EDF? C'est d'ouvrir ensemble le champ des possibles pour atteindre plus vite la neutralité carbone. Il y a beaucoup de mots-clés dans cette phrase. D'abord, c'est le champ des possibles, parce que l'innovation, c'est ça, c'est d'ouvrir des possibilités qu'on n'envisage pas forcément initialement, pas toujours que dans une forme de conservatisme d'ailleurs, mais pas aussi parfois par un manque de connaissances ou par un manque d'ouverture au monde. Et donc on cherche à ouvrir vraiment le plus largement ce champ des possibles pour atteindre un objectif qui, je crois, je l'espère et je l'imagine, est partagé par tout le monde dans cette salle, qui est d'atteindre rapidement la neutralité carbone. Je ne vais pas vous faire un cours sur le sujet, vous êtes très largement, j'imagine, sensibilisé à cet objectif évidemment français, européen et plus globalement mondial. Et donc on pense qu'on peut avancer plus vite grâce à l'innovation dans ce domaine. Je vais structurer mon propos en 3 parties, vous parler rapidement de ce que le groupe EDF pense de l'innovation, de la façon dont on aborde les sujets stratégiques d'innovation chez EDF, et puis de parler de l'innovation au service du développement économique, car évidemment, décarboner l'économie, c'est absolument fondamental pour pouvoir atteindre les objectifs. Alors notre vision et nos convictions partagées, c'est qu'on a démarré une course contre la montre face au changement climatique, évidemment, et qu'on doit inventer très très vite ce demain qu'on appelle tous de nos voeux. Le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, qui fait référence dans le secteur, qui sort chaque année, le dernier date d'il y a 3 semaines de mémoire, souligne qu'on n'a pas aujourd'hui de possibilité de décarboner le monde si on n'innove pas. Ce n'est pas possible, on n'y arrivera pas. Dit autrement, les technologies existantes et les process existants seuls ne suffiront pas et il nous reste à peu près 35% des réductions d'émissions à réaliser pour atteindre la neutralité carbone avec des solutions qui aujourd'hui ne sont pas disponibles ou pas encore déployées. Donc ça, c'est la place de l'innovation dans la décarbonation. C'est comment on apporte de nouvelles solutions ou qu'on déploie de nouvelles solutions pour atteindre ces objectifs communs que nous avons pris tous ensemble, ou que la représentation nationale en tout cas a pris pour ce qui est de la France. Et nous, on se mobilise évidemment autour de ce sujet-là. On est un fournisseur de décarbonation, EDF, et on est un des rares à pouvoir se saisir de ce sujet sur l'intégralité de la chaîne de valeur, comme on dit, de l'amont à l'aval. C'est-à-dire depuis la production d'énergie. Et vous savez qu'en France et en Europe et dans le monde, EDF est un des plus grands producteurs d'énergie au monde décarboné, grâce au nucléaire, grâce au renouvelable, grâce à l'hydraulique, grâce à tout un tas de technologies, donc de l'énergie très bas carbone, et jusqu'à ce qu'on appelle l'aval, c'est-à-dire jusqu'au client final. Parce que le client, pour lui, quand je lui parle de décarbonation, c'est très compliqué. Je suis un particulier, comment je me décarbone en tant que particulier? Je ne sais pas si vous vous êtes posé cette question. C'est évidemment très complexe, très difficile, j'ai besoin qu'on m'accompagne. Mais quand je suis une entreprise, que je sois petite ou grande, c'est exactement le même problème. Qu'est-ce que je fais pour décarboner mes moyens de production? J'ai un four au gaz, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux mettre des panneaux photovoltaïques sur le toit de mon hangar? Etc., etc., etc. Donc nous, on pense qu'on peut accompagner vraiment les clients de A à Z sur ces sujets-là, et c'est vraiment une de nos forces. C'est du coup, évidemment, l'innovation, le pivot et un des pivots de notre stratégie d'entreprise, parce qu'on veut rester, en 2050, quand on aura atteint, on l'espère tous collectivement, ce zéro émission nette de CO2, on veut rester l'entreprise leader sur le monde de l'énergie. Pour ça, on a une organisation qui repose d'innovation, qui repose sur 3 piliers. D'abord, on a des métiers, des gens qui commercialisent, des gens qui produisent de l'énergie, des gens qui font du réseau, des gens qui font, bref, tous les métiers du groupe EDF. Et ces métiers, au quotidien, ils développent des produits, des services, des process innovants. On a une recherche et développement, la R&D, qui a une expertise mondialement reconnue. Je ne sais pas si vous avez conscience, si vous savez, que la R&D d'EDF, c'est près de 2000 chercheurs. C'est près de 2000 chercheurs dans le monde entier qui inventent,
en permanence des nouvelles solutions technologiques pour décarboner le monde. C'est vraiment, je crois, une fierté française. On peut tous en être fiers. Et c'est vraiment un savoir-faire de rang mondial. Si vous interrogez tous les grands énergéticiens dans le monde, ils vous diront tous que la R&D d'EDF est une vraie référence en la matière. Mais on a aussi besoin, au-delà de la recherche, de la science, de la technique, on a aussi besoin de développer des activités nouvelles parce que, par définition, il n'y a de permanence que dans le changement, hein, et que donc les choses ne restent pas statiques et qu'en permanence, il faut être capable d'aller sur de nouveaux territoires, sur de nouveaux sujets, sur de nouveaux process, sur de nouvelles offres pour suivre la marche du monde, voire, et c'est le principe de l'innovation, la devancer quand on le peut. Pour ça, on a développé des programmes que nous avons appelés les programmes EDF Pulse. C'est notre marque d'innovation, EDF Pulse. Et ces programmes, vous les avez ici, ils sont au nombre de 6 et ils portent vraiment, ils donnent à voir finalement la façon dont nous envisageons les différents dispositifs d'innovation. D'abord, on pense que pour faire de l'innovation, il faut développer les compétences en innovation. Et donc, on a appelé ça la Factory, EDF Pulse Factory. On travaille à développer les compétences d'innovation de l'ensemble des salariés du groupe EDF. Et plus largement, on accompagne certains partenaires qui nous demandent de les aider pour pouvoir avoir des compétences en innovation. Parce que l'innovation, ça ne se décrète pas. Hein, c'est pas quelque chose où on arrive un matin en se disant « tiens, je vais innover ». Il y a des process, il y a des façons de faire, il y a des compétences et on aide à les développer. Ensuite, on a des dispositifs d'engagement et d'engagement de nos salariés à travers le dispositif Engage et des dispositifs de design. Ça, c'est très important parce que le design, c'est une discipline. Alors, quand on pense design, parfois, on pense à un objet, hein, on pense à une esthétique d'un objet. Le design, c'est pas ça, ou en tout cas, c'est loin d'être que ça. Le design, c'est aussi une façon de conceptualiser des projets, d'imaginer, de faire émerger des idées et de concrétiser parfois des projets d'une façon innovante. Je donnais cet exemple tout à l'heure dans une conversation. Parfois, quand on répond à un appel d'offres, par exemple, apporter le design, c'est apporter l'expérience du client. C'est-à-dire la différence entre un bon design et un mauvais design, c'est un client qui est capable de comprendre comment fonctionne l'offre ou comment se servir d'un produit et un client qui ne sait pas le faire. Donc c'est très important d'avoir une dimension de design dans tout ce qu'on apporte et dans les projets qui concernent en particulier le grand public, c'est absolument essentiel de toujours raisonner cette dimension du design. De l'incubation, on fait de l'incubation. C'est quoi de l'incubation? C'est j'arrive, j'ai un projet, j'ai une idée, et on est tous capables de développer une idée ou de développer un projet, mais je ne sais pas comment faire une activité économique, parce que c'est très bien d'avoir un projet, c'est très bien d'avoir une idée, mais comment j'en fais une activité qui permet de générer du profit, qui permet de développer vraiment l'économie du secteur ou du projet. Et donc pour ça, on a un incubateur et on crée des startups. Donc EDF, vous ne le savez peut-être pas, mais crée ses propres startups. On en a créé 7 à date, je vais partager quelques exemples avec vous derrière, qui viennent toujours, vous l'aurez compris, répondre à ce besoin évidemment de décarbonation de nos sociétés et de décarbonation du monde. Et donc nous créons nos propres startups. Mais aussi nous investissons à travers cette équipe qui s'appelle Pulse Ventures, donc c'est du capital risque. Nous investissons aujourd'hui dans des startups. Nous avons investi dans presque une vingtaine de startups à date. Nous rentrons à leur capital. Et vous allez me dire pourquoi? On fait ça pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on pense que certaines de ces startups portent des solutions innovantes qui vont vraiment nous aider, qui vont aider le monde. Et donc on pense qu'on a besoin de les soutenir, parce qu'évidemment on a besoin de mettre un peu d'argent dans les startups pour les aider à se développer. Parfois elles ont des solutions innovantes pour nos clients collectivités, pour nos clients entreprises, pour nos clients particuliers. Et donc, on veut pouvoir les apporter à nos clients. Et puis, parfois, elles viennent aussi nous apporter à nous, en interne, des compétences ou des process ou des idées qui vont nous faire progresser. Donc, nous investissons dans des startups, alors principalement françaises hein, jusqu'à présent, mais aussi européennes, autour d'un tout un tas de sujets d'innovation dans le monde de l'énergie et de la décarbonation. Et puis, nous avons un programme qui s'appelle EDF Pulse Connect, où nous travaillons à la relation entre la grande entreprise EDF, complexe, voilà, on est 160 000, c'est difficile de s'y retrouver, et des startups qui sont souvent des petites entreprises qui n'ont pas toujours un accès facile à la relation avec les grandes entreprises. Et ben, nous travaillons avec eux pour pouvoir justement créer des connexions entre nos métiers et très concrètement, ces startups deviennent nos fournisseurs. Et donc, le tissu, en particulier régional en France, au niveau des startups, est extrêmement dynamique. Hein. Les French Tech locales et régionales sont très, très dynamiques. Et donc, on travaille avec beaucoup de startups françaises qui ont trouvé chez EDF un gros client,
ou un client de leurs offres grâce à cette équipe qui met en relation finalement la grande entreprise avec la petite, avec la start-up. Partager avec vous maintenant quelques éléments de notre stratégie d'innovation. C'est quoi notre stratégie d'innovation? C'est les grands axes prioritaires sur lesquels nous investissons en matière d'innovation. Il y en a 6. Il y en a 6 qui couvrent à peu près l'intégralité de nos métiers, j'allais dire traditionnels. Donc je pense que vous n'y trouverez rien de très surprenant. Et d'autres qui sont plus éloignés finalement de nos habitudes, ou en tout cas de l'image qu'on peut parfois avoir d'EDF. Les 3 premiers, on est sur notre cœur de métier. Le premier axe stratégique, c'est accélérer le développement des solutions et des services de décarbonation accessibles à tous les clients. J'insiste beaucoup sur l'accessibilité. Accessible, ça veut dire à un prix raisonnable et simple de compréhension. Et ça, c'est absolument, de notre point de vue, clé et stratégique pour pouvoir atteindre ces objectifs de décarbonation dont je parlais tout à l'heure. Le deuxième axe, c'est l'optimisation de la performance des moyens de production d'énergie et de stockage existants. On a évidemment aujourd'hui tout un tas de technologies qui sont bien connues. Comment on les rend plus performantes et finalement plus résilientes aussi maintenant avec le sujet du changement climatique. C'est un point absolument essentiel pour pouvoir continuer à les faire vivre de façon vertueuse. Et puis le troisième axe, c'est un peu le pendant du deuxième, ce sont les nouvelles solutions de stockage, les nouvelles solutions de production d'énergie. Vous savez peut-être qu'on invente chaque jour, ou j'exagère, allez, chaque année, de nouvelles façons de produire de l'énergie. Produire de l'énergie avec, je ne sais pas, la force de la houle, donc des vagues. Produire ou stocker de l'énergie avec la force gravitationnelle. Comment je fais remonter d'énormes blocs de béton en haut de grandes grues qui vont être du stockage d'énergie, en fait, qui vont ramener sur le réseau électrique de l'électricité au moment où j'en ai le plus besoin de façon complètement renouvelable et de façon tout à fait verte. Bref, il y a énormément de solutions, parfois très high-tech, parfois très low-tech, autour de la production d'énergie qui sont en train de se développer. Et évidemment, c'est des choses qui sont dans notre scope. Si je veux rajouter pour l'anecdote un sujet qui nous amuse en ce moment, c'est le solaire spatial. Comment je produis l'électricité en mettant des panneaux solaires dans l'espace et je la ramène sur Terre. Alors là, on est sur du prospectif très très lointain, hein. C'est pas dans les 3 ans qui viennent. Néanmoins, c'est des sujets aujourd'hui qui excitent beaucoup de chercheurs dans le monde, dans les plus grandes universités françaises, européennes et mondiales. Et donc on se doit de regarder ce type de sujet. Pas forcément parce qu'on pense que c'est l'avenir de la production d'énergie, mais peut-être parce que ça va nous permettre de déployer certaines de ces technologies sur Terre et dans des situations beaucoup plus quotidiennes que des stations solaires dans l'espace. Et les 3 axes stratégiques suivants, eux, sont plutôt sur des nouvelles activités. Et donc là, on est dans de nouvelles frontières, j'allais dire. La première, c'est les systèmes énergétiques décentralisés rentables. Alors vous allez me dire, c'est quoi un système énergétique décentralisé? C'est un système énergétique qui est un petit système et qui n'est pas finalement ces grandes cathédrales de production d'énergie qu'on connaît, les centrales par exemple à gaz, nucléaire, etc. Mais qui sont des dispositifs qui sont plutôt locaux, multilocaux, et ça peut être des panneaux solaires en autoconsommation sur un immeuble ou dans un quartier. On connaît Response par exemple à Dijon. Ça peut être dans des zones en Afrique ou en Asie du Sud-Est, ce qu'on appelle du off-grid, c'est-à-dire des endroits où on crée des réseaux électriques autonomes parce qu'il n'y a pas de réseau électrique. Hein. L'électricité n'arrive pas dans ces zones. Et donc, comment on fait pour créer des réseaux électriques séparés? Comment on échange de l'énergie entre producteurs? On a pas mal d'expérimentations en Europe et en France où j'ai des panneaux solaires sur mon toit, mes voisins aussi. Comment on crée des communautés énergétiques où on s'échange de l'énergie? Bref, il y a plein de façons d'imaginer de l'énergie décentralisée aujourd'hui dans le système. La 5e, c'est la stimulation du développement des solutions de captage, de compensation premium et de valorisation du CO2. Alors pardon, c'est des termes un peu techniques. Il s'agit de quoi? Il s'agit tout simplement de se dire qu'aujourd'hui, nos usines, par exemple, en France, pas qu'en France, elles émettent du CO2. Hein. Quand il y a un process industriel, il y a du CO2 qui sort des cheminées. Comment on fait pour capter ce CO2 pour l'éliminer de l'air? Ou dans des solutions qui sont en train de se développer dans le monde entier, comment je fais pour retirer directement de l'air le CO2 qui est contenu dedans? C'est-à-dire que j'ai des grands systèmes de ventilateurs avec des filtres qui vont venir rechercher le CO2 et le capturer pour l'enlever de l'air ambiant, pour évidemment diminuer le taux de CO2 qui aujourd'hui cause des problèmes de réchauffement climatique. Comment je m'assure que quand je fais de la compensation, c'est un sujet qui est très
très à la mode, ou en tout cas on entend beaucoup parler dans nos sociétés de transport, etc. Je fais de la compensation, je suis neutre en carbone parce que je compense. Bah, comment je fais pour compenser avec des solutions qui sont réelles, certifiées, et que je ne suis pas en train de dire oui, oui, je compense, alors qu'en fait j'ai acheté des forêts en Chine que je ne maîtrise pas. Donc voilà, comment je fais pour compenser réellement mes émissions. Tout ça, ça se situe dans cet axe-là. Et puis notre dernier axe, c'est les tendances sociétales. Nous sommes tous confrontés à ce sujet-là. On entend parler. Alors un jour, c'était le metaverse. Demain, alors en ce moment même, c'est l'IA générative. Demain, ça sera autre chose. Des sujets qui sont très importants à explorer pour essayer de comprendre ce qu'on peut en faire. Est-ce que c'est des modes? Est-ce que c'est des tendances? Est-ce que c'est des sujets de fond, des vagues de fond? Et donc, on explore en permanence et on analyse en permanence les évolutions de la société, les sujets qui arrivent dans le marché. Et ça peut être aussi le marché du travail. Ça peut être comment les jeunes aujourd'hui se sentent dans une entreprise et ont un rapport au travail un peu différent de celui qu'avaient parfois leurs aînés, etc., etc. Bref, on analyse en permanence les tendances sociétales et on y cherche des choses qui nous permettront de mieux suivre ces tendances en innovation. Et tout ça, ça donne un portefeuille de sujets. Alors évidemment, j'ai une intervention courte aujourd'hui, donc je ne vais pas vous descendre l'ensemble du portefeuille de sujets et de projets qu'EDF travaille, mais vous avez ici finalement les grandes thématiques dans lesquelles on positionne ces sujets sur une matrice où on est finalement en bas à gauche des choses les plus traditionnelles et compréhensibles chez un énergéticien comme EDF. Et en haut à droite, dans des choses, je parlais de solaire spatial par exemple, là on est vraiment dans quelque chose de tout à fait en haut à droite, c'est-à-dire des choses qui sont très éloignées des expertises et des propositions de valeur, comme on dit, habituelles d'une entreprise comme EDF. Et donc nous, on cherche à être présent sur tout ça. L'innovation d'EDF, l'idée, c'est d'être présent sur l'ensemble de ces dimensions. Alors maintenant, vous parlez peut-être d'un sujet qui est au plus près de j'espère, vos centres d'intérêt, qui est l'innovation au service du développement économique. Je vous parlais d'un programme d'entrepreneuriat qui s'appelle donc EDF Pulse Incubation. L'idée, c'est de développer des entreprises au sein d'EDF, des startups au sein d'EDF. Pourquoi on crée une startup plutôt que créer une équipe? Parce qu'on pourrait dire, bah oui, ça ne sert à rien de créer une startup, on pourrait créer une équipe qui fait la même chose. Non, parce que justement, on cherche à extraire ce projet et cette équipe de la grande machine. Et on fait tous partie de grandes machines, d'endroits où peut-être il y a un peu de bureaucratie, où il y a un peu de lourdeur, où il y a un peu de lenteur, où il y a un peu de... Voilà. L'avantage de faire ça, c'est qu'on permet de développer un projet en mode start-up, c'est-à-dire très rapidement, extrait de toutes les contraintes du grand groupe, qu'elles soient juridiques, administratives, financières, tout ce que vous voulez. Et donc, on crée des startups et on a eu plusieurs projets qui ont vu le jour et qui sont devenus des vraies entreprises et des vraies offres du groupe EDF. Une qui a beaucoup de succès en ce moment, c'est Urbanomy. Urbanomy, c'est notre filiale spécialisée dans le conseil en stratégie énergie au climat. Et en fait, Urbanomy, ce sont des collectivités locales, des entreprises, tout type de clients d'EDF qui viennent voir Urbanomy pour dire « j'ai besoin de vous pour que vous m'aidiez à développer ma stratégie de bas carbone, ma stratégie de décarbonation ». Et donc, ça peut être un territoire, ça peut être une collectivité, c'est une grande partie de leurs clients, mais ça peut être aussi un écoquartier, ça peut être aussi une entreprise, une usine qui ne sait pas comment elle peut se décarboner. Bref, elle vient voir Urbanomy qui va lui apporter ce projet de décarbonation. Projet d'ailleurs qui peut ou pas derrière être suivi d'un accompagnement d'EDF pour mettre en place concrètement les actions. Ce n'est pas forcément totalement lié à EDF. Et Urbanomy est présent sur plusieurs territoires européens, la France évidemment, mais aussi le Royaume-Uni et d'autres pays dans lesquels EDF est présent. Ça, typiquement, voilà, c'est une activité qu'on n'imagine peut-être pas dans le groupe EDF. EDF faire du conseil en décarbonation, bah, si, c'est quelque chose qu'on fait et qui se développe bien, rapidement, et qui est au service des territoires et des entreprises, et donc du développement économique local. Je pense que, et c'est votre métier, dans vos relations avec les entreprises dans les différents territoires dans lesquels vous opérez, je suis à peu près sûr qu'il n'y en a pas une qui ne se pose pas la question de se dire comment je me décarbone. Je pense que c'est d'abord parce qu'aujourd'hui c'est une question évidemment très importante, mais demain ça sera une obligation réglementaire. Un autre exemple de ces filiales que nous avons créées, elle s'appelle Au Climat.
Et je vous parlais tout à l'heure de la compensation carbone, et que la compensation carbone, on peut en faire de la vraie et de la fausse, pour le dire un peu trivialement. Évidemment, Oclima fait de la vraie, vous l'aurez compris. Et donc, cette société fait en fait de la contribution carbone et développe des projets de séquestration de CO2 et des projets certifiés. Hein. Donc en France, certifiés par le label bas carbone, par exemple, de l'ADEME. Et ça, c'est... alors, pardon, c'est peut-être un peu complexe comme vocabulaire. Je vais vous prendre un exemple très concret. Vous connaissez peut-être le salon Vivatech, hein, le salon Vivatech à Paris, qui est le salon de l'innovation et de la technologie qui se tient chaque année. C'est Oclima qui est chargé de décarboner le salon. Ça veut dire quoi? Urbanomy, que vous avez vu avant, a fait l'analyse de tout le CO2 qui est émis par un grand salon, parce que un salon, c'est évidemment des stands, etc., bref, des transporteurs, des traiteurs qui émettent du CO2. C'est aussi des gens qui prennent l'avion, le train. Alors le train, c'est pas trop un problème, mais enfin, en tout cas, l'avion, la voiture, que sais-je, pour venir. Bref, il y a une analyse du bilan carbone. Et donc, Vivatech a fait analyser par EDF, par Urbanomy, son bilan carbone. Une fois qu'on a remarqué, on a pu leur dire, vous émettez tant de CO2 dans vos activités, ils nous ont dit, très bien, et comment on fait maintenant? Parce que si nous, on veut être un événement vertueux, comment on fait? Et donc, Oclima leur a sourcé une forêt qui a été replantée spécifiquement aux portes de Paris, en l'occurrence, puisque Vivatech est un événement parisien qui se déroule à Paris, et que cette forêt est totalement dédiée à absorber le CO2, donc elle a évidemment été dimensionnée en fonction des quantités nécessaires, pour absorber le CO2 émis dans le cadre de l'événement Vivatech, et donc à compenser intégralement, et c'est une forêt certifiée label bas carbone, hein, donc c'est pas un truc qu'on a fait dans notre jardin, hein, c'est vraiment un truc très sérieux, pour compenser l'événement. Donc voilà, Oclima fait ça. Oclima, finalement, ils garantissent de la décarbonation réelle de projets, de sociétés, d'événements, de tout ce que l'on veut. Ils sont en ce moment sur de très très beaux appels d'offres par des très grandes entreprises du CAC 40 en France qui, on l'espère, vont faire appel à Oclima pour se décarboner, au moins en partie. Je pense à l'aviation notamment, qui est un sujet majeur de décarbonation, vous le savez. Plutôt qu'il y a un sujet majeur de décarbonation. Nous avons une troisième filiale qu'on a créée dans le cadre de l'incubateur qui s'appelle Inamix. Inamix développe des projets d'hydrogène bas carbone, parce que vous savez que l'hydrogène, évidemment, il peut être produit de plein de façons, mais nous, on ne fait que de l'hydrogène bas carbone. Et Inamix, elle développe de l'hydrogène à partir d'électrolyse de l'eau, qui n'émet aucun polluant et encore moins de CO2. Et elle développe des projets qui vont de projets de la mobilité, hein, vous savez, des bus à hydrogène, des camions à ordures à hydrogène, des trains à hydrogène, bref, tout un tas de projets autour de la mobilité, mais aussi des projets industriels, puisque vous savez peut-être qu'aujourd'hui dans l'industrie, quel que soit le type d'industrie, en tout cas pour la plupart des types d'industrie, c'est à travers l'hydrogène qu'on peut décarboner les processus. Et donc l'hydrogène est une solution industrielle très intéressante. Nous avons une filiale qui là aussi travaille sur ce sujet. Peut-être, je ne sais pas si vous saviez qu'EDF était un des leaders de l'hydrogène bas carbone, mais c'est le cas grâce à cette filiale Inamix. Dernier exemple, parce que là je pense que c'est encore le plus éloigné, et vous l'aurez compris que c'est bien de l'innovation, donc c'est pour ça que ça vous paraît peut-être éloigné d'EDF, mais pour ça que nous on trouve ça très intéressant, c'est Exaion. Alors Exaion c'est quoi? C'est une filiale qui est spécialisée dans les services numériques, mais des services numériques un peu différents des autres. Ils font quoi? Ils font, alors pardon pour les mots un peu buzz, hein, ils font de la blockchain, ils font du calcul de haute performance, ils font des stations de travail 3D à distance, bref, des choses d'informatique, hein, pour le dire rapidement. Et vous allez me dire, alors, pourquoi EDF fait de l'informatique, franchement? Et deux, il y a d'autres gens qui font ça très très bien, les Google, les Amazon, etc. Mais parce que nous, on le fait de façon très différente. On a inventé, ou plutôt Exaion a inventé, cette informatique souveraine. Les data centers, les ordinateurs, etc. sont en France, sécurisés. Sécurisé, pourquoi? Parce qu'EDF, vous le savez, j'imagine, est une entreprise qui appartient à l'État et qui en plus est soumise à un certain nombre de régulations. Donc l'ANSSI, etc., surveille beaucoup ce que l'on fait. Et bas carbone, parce que nos data centers en France sont alimentés par une électricité bas carbone. Donc choisir ces services informatiques-là, c'est décarboner vos services informatiques. Et donc Exaion propose en France, mais aussi au Canada et dans un certain nombre d'autres pays, des services, vous en avez les noms là et je ne vais pas vous faire l'explication, mais des services informatiques de pointe, donc blockchain, calcul quantique, station de travail virtuelle, etc., vertueuses. Et quand on dit on appelle ça le green IT, hein, on dit qu'aujourd'hui l'informatique, le digital
est un émetteur de pollution important, et en particulier de CO2, nous avons créé une start-up, une société, qui permet justement d'aller à l'encontre de cette croyance. Alors, ce n'est pas qu'une croyance, c'est une réalité, mais on peut lutter contre ça en utilisant les services d'entreprise comme Exaion, par exemple. Et puis, pour terminer, je vous ai parlé là des startups que nous avons créées, des nouvelles activités pour EDF, mais aussi, voilà ici, les startups dans lesquelles nous avons investi. C'est-à-dire que nous investissons, comme je vous l'ai dit, en capital risque dans tout un tas de startups qui sont d'ailleurs toutes nées sur des territoires français pour la plupart, pas que, quelques-unes à l'étranger, mais la plupart en France. Et ces startups, nous les accompagnons dans des domaines qui vont vous paraître très variés. Je prends Mastéos, par exemple, qui est une société d'immobilier, qui est très à la mode, en tout cas qui fonctionne très bien depuis quelques temps. Pourquoi EDF investit au capital d'une start-up qui fait de l'immobilier? Parce qu'on pense que la rénovation énergétique est un sujet absolument majeur aujourd'hui et qu'il y a des façons de faire de la rénovation énergétique qui peuvent être modernisées, performantes, rapides. Et donc nous travaillons avec Mastéos qui, lui, en gros, fait de l'immobilier locatif pour faire la rénovation énergétique de l'intégralité de leur parc locatif à travers voilà, un dispositif un peu innovant. Je ne peux pas rentrer dans le détail évidemment de chacun, mais c'est assez facile de se renseigner sur Internet sur ces différents sujets. Je vous parlais de capture de CO2 dans les fumées tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous souvenez, nous avons investi dans une société qui s'appelle Carbonate. Carbonate, elle fait ça exactement pour l'instant les cimenteries. J'ai une cimenterie, j'ai un process industriel, je veux le décarboner. Et ben, Carbonate amène un container sur le site de l'usine, le connecte à la sortie des fumées et est capable de capter une partie de ce CO2 et d'en faire en plus des agrégats pour le bâtiment. C'est-à-dire qu'en gros, ça sort des pierres, hein, pour le dire trivialement, et ces pierres-là, je peux les utiliser dans la construction. Donc je décarbone un process industriel et en plus, je le séquestre dans le cadre d'une construction. Voilà, beaucoup d'ailleurs sur les collectivités locales, on travaille beaucoup. Alors le nom d'entreprise peut faire rire, mais il s'appelle Monkey Factory. Ces gens-là font des dispositifs de mobility as a service, c'est-à-dire comment avec une application, alors Dijon est très avancé avec On Dijon, donc ça ne concerne pas Dijon, mais comment avec une application, je peux piloter l'intégralité de mes transports urbains, publics, privés, bornes de recharge électrique, vélos en libre service, que sais-je, et offrir à mes citoyens et à mes administrés une solution digitale moderne, y compris avec du ticketing pour les transports en commun, etc. C'est ce que propose Monkey Factory, qui travaille avec beaucoup de collectivités locales en France. Bref, voilà, tout un tas, ITK sur l'agriculture, etc. Bref, tout un tas de sociétés qui travaillent dans tout un tas de domaines qui, à la fin, ont toutes, vous l'aurez compris, j'espère, pardon d'avoir été un peu lourd sur le sujet, mais c'est très important pour nous, un objectif d'aider à la décarbonation de la France et à la décarbonation de l'économie. J'ai tenu ma demi-heure et donc merci beaucoup pour votre attention très active.